Il m'a jeté cette pièce de 2 € comme on jette un os à un chien. Pas avec pitié, non, avec mépris. Un mépris si pur, si glacial, que ça m'a brûlé la peau plus que le vent de décembre qui s'engouffre dans la rue de Rivoli. Je l'ai vu, le juge Renaud, impeccable dans son costume à 10 000 balles, l'écharpe en cachemire nouée juste comme il faut, sa femme accrochée à son bras, sentant le parfum cher et l'arrogance. Nos regards se sont croisés, une fraction de seconde, juste assez longtemps pour que je voie la reconnaissance dans ses yeux, immédiatement effacée par un masque de dégoût. Il m'a vu, il a vu Samuel. Pas le clochard recroquevillé sur son carton, mais l'homme qu'il a brisé. Et au lieu de la peur, ou même de la gêne, il n'y avait que ça, le dédain. « Tenez, achetez-vous de quoi vous réchauffer », il a dit, d'une voix forte pour que ses amis entendent, le grand homme charitable. La pièce a roulé sur le trottoir gelé, son tintement métallique se moquant de moi, s'arrêtant juste à côté de ma main tremblante. Ce n'était pas le froid qui me faisait trembler, c'était la rage. Une rage si ancienne, si profonde, que j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre, juste là, sous les lumières de Noël, qui se moquaient de ma misère. Il a continué son chemin, sans un regard en arrière, son rire se mêlant au bruit de la circulation. Et moi, je suis resté là, le souffle coupé, l'humiliation me collant au corps comme la crasse. Cette pièce, elle est restée là, sur le béton sale. Un petit soleil de métal qui symbolisait tout. Le prix de mon silence, le prix de ma vie selon lui. Il croit m'avoir effacé. Pour lui, je ne suis plus qu'une ombre, un fantôme du passé qu'il peut chasser d'un geste de la main et d'une pièce de monnaie. Il a oublié qui j'étais. Il a oublié les nuits passées à boire son meilleur whisky dans son bureau lambrissé, quand il me suppliait presque de l'aider à monter ses dossiers. Ma mémoire, ma vision stratégique, c'est ça qu'il voulait. J'étais son arme secrète, le cerveau de l'ombre qui lui a permis de faire tomber des têtes, de grimper les échelons, de devenir ce juge intouchable qu'il est aujourd'hui. Il m'appelait l'artiste. Il disait que je voyais des angles que personne d'autre ne pouvait voir. Et il avait raison. Le problème, c'est que j'ai vu un angle de trop. J'ai vu sa propre corruption, sa main trempée jusqu'au coude dans des affaires qu'il était censé juger. C'est là que notre pacte s'est brisé. Il n'allait pas laisser un petit stratège de banlieue, comme il m'a appelé ce dernier soir, détruire son empire. Alors il m'a détruit en premier. Il a fabriqué des preuves, retourné mes propres alliés contre moi et m'a jeté en pâture. Et maintenant, il me jette une pièce. L'ironie est tellement violente qu'elle me donne la nausée. Vivre ici, sur ce trottoir, c'est apprendre une nouvelle langue, celle du silence et de l'invisibilité. Tu apprends à lire les regards des gens, le regard fuyant, celui qui fait semblant de ne pas te voir, le regard de pitié rapide, accompagné d'un pas pressé, et le pire, le regard de dégoût, comme celui du juge. Tu deviens un expert en texture, la rugosité du carton qui te protège de l'humidité du sol, la morsure du plastique d'une bouteille d'eau à moitié gelée, la douceur inattendue d'un bout de pain rassis qu'on t'a donné. Les odeurs aussi, l'odeur de l'urine séchée dans le renfoncement où tu dors, mélangée à celle des pots d'échappement et de la pluie sur le bitume. Parfois, une bouffée de parfum d'une femme qui passe, ou l'odeur de poulet rôti d'une brasserie, te ramène à une autre vie. Une vie où j'avais un nom, une adresse, une odeur de savon propre sur ma peau. Aujourd'hui, mon corps est une carte de cette nouvelle existence. J'ai 48 ans, mais mes mains sont celles d'un vieillard, crevassé par le froid.
Mon dos est un nœud de douleur constant. Et dans mes yeux, il y a le reflet de tous les visages qui ont refusé de voir le mien. Je suis devenu un miroir de l'indifférence de cette ville. Je me souviens de l'odeur du cuir dans ma voiture. Une vieille Mercedes que j'avais retapée. C'était mon bureau, mon sanctuaire. Je pouvais passer des heures dedans, juste à observer, à réfléchir. Le grand banditisme, ce n'est pas ce que les gens croient. Ce ne sont pas que des gros bras et des flingues. C'est un jeu d'échecs, un jeu de patience, d'information, de psychologie. Et j'étais un grand maître. Je n'ai jamais porté d'arme. Mon arme, c'était mon cerveau. Je pouvais prédire les mouvements de la police, les trahisons, les opportunités. Je construisais des plans avec des dizaines de variables, des plans qui se déroulaient sur des mois. Les gens me payaient une fortune, non pas pour que je fasse le sale boulot, mais pour que je leur dise comment le faire sans se faire prendre. J'étais respecté, craint aussi. Quand j'entrais dans une pièce, le silence se faisait. On écoutait ce que Samuel avait à dire. J'avais une mémoire photographique. Je me souviens de chaque visage, chaque conversation, chaque promesse. Et je me souviens surtout de la première fois que j'ai rencontré Renaud. Il n'était pas encore le grand juge. C'était un procureur ambitieux, prêt à tout. Il est venu me chercher. Il savait qui j'étais. Il avait besoin de moi. Il m'a promis la lune, une sortie honorable, une nouvelle vie. J'ai été assez stupide pour le croire. J'ai cru qu'on pouvait jouer avec le diable et s'en sortir indemne. Je suis resté immobile un long moment, le regard fixé sur cette pièce brillante. Les gens passaient, un flot ininterrompu de vie qui n'était pas la mienne. Puis, lentement, j'ai tendu la main. Mes doigts, gourds et sales, ont effleuré le métal froid. En la ramassant, ce n'est pas la défaite que j'ai sentie, c'est autre chose. Un déclic. Le bruit de la pièce sur le trottoir a réveillé quelque chose en moi. Une partie de mon cerveau que j'avais laissée en sommeil, anesthésiée par le froid et le désespoir. Renaud a fait une erreur de stratège. En me jetant cette pièce, en me confrontant directement, il n'a pas affirmé son pouvoir. Il m'a rappelé le mien. Il m'a rappelé que je ne suis pas un fantôme. Je suis un témoin. Et ma mémoire, celle qu'il admirait tant, est intacte. Elle est mon coffre-fort. À l'intérieur, il n'y a pas que le souvenir de sa trahison. Il y a les détails, les noms, les dates, les numéros de compte en Suisse. Il y a la clé de tout son système. Le secret qui peut faire s'écrouler son monde comme un château de cartes. Il me croit fini, neutralisé, réduit à me battre pour un café chaud. Il pense que la rue m'a tout pris. Mais il se trompe. La rue ne m'a pas tout pris. Elle m'a rendu invisible. Et pour un homme comme moi, l'invisibilité n'est pas une faiblesse. C'est la meilleure arme qui soit. J'ai serré la pièce dans mon poing, le métal s'enfonçant dans ma paume. Le froid ne me faisait plus mal. C'était le début de la partie. Sa partie est finie. La mienne ne fait que commencer. La pièce est toujours dans ma poche, contre ma cuisse. Un petit cercle de métal froid qui est devenu une encre. Elle ne me rappelle pas l'humiliation. Non, plus maintenant. Elle me ramène au début. Pas au début de ma chute, mais au tout début, à la Courneuve, aux 4000. Je revois les barres d'immeubles, ces géants de béton qui grattaient un ciel souvent gris. Mon père travaillait à l'usine. Il partait avant le lever du soleil et rentrait quand la nuit était déjà tombée, les mains noires de graisse et le dos cassé. Il ne se plaignait jamais. Il disait « On est en France, Samuel. Tu travailles dur, tu baisses la tête,
et tu réussis. C'est ça la règle. Ma mère, elle, faisait des ménages dans les beaux quartiers de Paris. Elle revenait avec l'odeur de la cire et de l'eau de Javel sur les mains, et des histoires de parquets si brillants qu'on pouvait se voir dedans. Ils croyaient à cette promesse. Ils y croyaient de toute leur force. Pour eux, j'étais la preuve vivante que ça pouvait marcher. Le bon élève, le garçon intelligent qui allait devenir quelqu'un. Ils ne voyaient pas ce que je voyais déjà, du haut de mes 10 ans, que les règles du jeu étaient truquées, que pour des gens comme nous, travailler dur ne suffisait pas. Il fallait être exceptionnel, juste pour avoir le droit d'être moyen. Leur rêve, pour moi, c'était un bureau, un costume, un nom respectable sur une plaque de cuivre. Moi, mon premier vrai bureau, ça a été un banc public, en face du petit parc où les vieux jouaient aux échecs. J'y passais toutes mes après-midi après l'école. Je ne jouais pas au début. J'observais. Je regardais les visages, les mains qui hésitaient au-dessus d'une pièce, le petit tic nerveux de celui qui sait qu'il va perdre. J'apprenais à lire au-delà des mots. Je pouvais deviner la stratégie d'un homme juste en regardant la façon dont il tenait sa cigarette. C'est là que j'ai compris. La vie, ce n'est pas une partie de dames où tout le monde avance en ligne droite. C'est une partie d'échecs, avec des pièces qui ont des pouvoirs différents, des stratégies cachées, des sacrifices. Mon père, c'était un pion. Il avançait d'une case à la fois, droit devant, en espérant atteindre l'autre côté du plateau, sans se faire manger. Moi, je ne voulais pas être un pion. Je voulais être le joueur, celui qui voit tout le plateau, qui anticipe les coups de l'adversaire avec 10 coups d'avance. J'ai commencé à jouer contre eux, les vieux. Au début, ils souriaient, le petit gars de la cité. Puis ils ont arrêté de sourire. Je ne perdais jamais. Mon talent, ce n'était pas les maths ou le français, même si j'étais bon. C'était ça, la vision d'ensemble, la capacité à assembler des milliers de petits détails en une image cohérente. J'ai essayé de jouer le jeu, le vrai. J'ai fait des études de droit. J'ai même réussi le concours pour entrer dans une grande école de commerce. J'y suis resté 6 mois. 6 mois à sentir que j'étais une anomalie. On me regardait comme une bête curieuse. Le bon petit rebeu qui avait réussi à s'extraire de sa condition. C'était pire que l'hostilité ouverte. C'était cette pitié polie, cet étonnement condescendant. « Ah, vous venez de la Courneuve ? C'est formidable, votre parcours. » Je voyais dans leurs yeux qu'ils ne me considéraient pas comme un des leurs. J'étais leur bonne conscience, la preuve que le système fonctionnait. Un jour, un professeur m'a pris à part après un oral brillant. Il m'a dit « Vous êtes très intelligent, Samuel, mais avec votre nom et votre adresse, vous devrez toujours travailler 2 fois plus que les autres pour obtenir moitié moins. » Il pensait me prévenir. En réalité, il a juste confirmé ce que je savais depuis toujours. Il venait de me donner la permission d'arrêter de jouer à leur jeu. C'est là que j'ai basculé. Pas d'un coup, non. C'est une pente douce au début. Tu commences par rendre des petits services. Tu connais du monde, tu as des informations. Tu mets les bonnes personnes en contact. Les gens de la rue, ils ont un 6e sens pour repérer ceux qui ont un cerveau. Ils ont vu en moi ce que les professeurs n'avaient pas voulu voir. Un potentiel brut, une machine à calculer les risques et les probabilités. Le premier gros coup, c'était un simple conseil. Un type voulait braquer un fourgon. Je lui ai expliqué pendant 2 heures pourquoi son plan était stupide et comment le faire proprement, sans violence, en exploitant une faille logistique que j'avais repérée en observant les livreurs pendant 1 semaine.
Il m'a donné 10 000 euros, juste pour avoir parlé. 10 000 euros. Mon père mettait 1 an à gagner ça. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que mon cerveau était valorisé à sa juste valeur. Je n'étais plus le petit gars de la cité. J'étais l'artiste. Le nom est resté. Et avec le nom est venue la réputation. Et avec la réputation, le pouvoir. Un pouvoir discret, silencieux, bien plus efficace que celui d'un flingue. J'ai rencontré Aïcha à cette époque. Elle n'avait rien à voir avec ce monde. Elle était infirmière. Elle voyait la vie en noir et blanc. Le bien, le mal, soigner les gens, être honnête. Avec moi, elle a découvert les nuances de gris. Elle savait ce que je faisais, pas les détails, mais elle savait. Elle n'approuvait pas, mais elle m'aimait. Elle aimait l'homme en moi, pas le stratège. Avec elle, je n'étais pas l'artiste. J'étais Samuel. On avait un petit appartement à Montreuil, rien d'extraordinaire, mais c'était notre cocon. L'odeur de ses cheveux quand elle dormait, le son de son rire quand je faisais une blague stupide, la chaleur de sa main dans la mienne. C'était ça, ma vraie vie. Le reste, les plans, l'argent, le respect des voyous, ce n'était qu'un moyen de protéger ça, de construire une forteresse autour de nous pour que le monde et son injustice ne puissent pas nous atteindre. J'étais naïf. Je pensais pouvoir garder les 2 mondes séparés, qu'il y avait une frontière étanche entre le stratège froid et l'homme amoureux. Mais la frontière est une illusion. Le mal que tu fais à l'extérieur finit toujours par s'infiltrer et pourrir tout ce que tu as à l'intérieur. Puis, notre fils est né, Léo. Le jour où je l'ai tenu dans mes bras pour la première fois, j'ai compris ce que c'était que la peur. Une peur primale, viscérale. Ce n'était plus ma vie qui comptait, c'était la sienne. Tout ce que je faisais, chaque risque que je prenais, était maintenant mesuré à l'aune de son avenir. Je voulais qu'il ait tout ce que je n'avais pas eu. Pas seulement l'argent, mais le choix. Le choix d'être qui il voulait, sans que son nom, sa couleur de peau ou son lieu de naissance ne soient des obstacles. C'est pour ça que j'ai accepté de rencontrer Renaud. Il était la promesse d'une sortie, une porte de sortie honorable. Il est venu me chercher avec ses belles paroles sur la justice, la rédemption. Il m'a dit « Aidez-moi à faire tomber les vrais pourris, les intouchables, et je vous garantis une nouvelle identité, une nouvelle vie, loin de tout ça, pour vous et pour votre famille. » Il a prononcé le mot magique, « famille ». Il a appuyé sur le seul levier qui pouvait me faire bouger. J'ai vu dans ses yeux l'ambition d'un prédateur, mais j'ai choisi de n'y voir qu'une opportunité, la plus grande erreur de ma vie. J'ai vendu mon âme au diable en pensant acheter le paradis pour mon fils. Je lui ai tout donné. Mon réseau, mes analyses, les secrets que j'avais mis des années à accumuler. Je suis devenu son arme secrète, le fantôme dans sa machine. Ensemble, on a fait tomber des têtes, des politiciens, des chefs d'entreprise, des flics corrompus. Ils montaient au créneau, récoltaient les lauriers, pendant que je restais dans l'ombre, à tirer les ficelles. Je me sentais puissant, presque vertueux. Je me disais que j'utilisais mes compétences pour nettoyer la ville, pour rendre le monde un peu plus sûr pour Léo. J'avais presque oublié que je travaillais pour un homme qui était juste une version légale de ceux que je combattais. Il était devenu dépendant de moi, de mon cerveau. On passait des nuits entières dans son bureau, devant une bouteille de whisky, à dessiner des organigrammes complexes sur un grand tableau blanc. Il m'admirait, je le sentais. Il admirait cette intelligence sauvage qu'il ne pourrait jamais posséder.
Mais l'admiration et la jalousie sont les deux faces d'une même pièce. Et j'étais trop aveuglé par mon objectif pour voir de quel côté la pièce allait finir par tomber. Je lui ai appris à jouer aux échecs, et il a utilisé la leçon pour me mettre échec et mat. Le dernier soir, tout semblait normal. On venait de boucler une grosse affaire. Il a porté un toast. À notre partenariat, Samuel, et à ta nouvelle vie. Il avait un sourire étrange, un peu trop large, un peu trop satisfait. Le lendemain matin, à 6 heures, ils ont défoncé la porte de mon appartement. Pas les voyous, les flics, une armée. Ils m'ont jeté au sol devant Aïcha et Léo, qui hurlaient de terreur. Je n'ai même pas essayé de résister. J'ai juste cherché le regard d'Aïcha. J'y ai vu de la peur, de l'incompréhension, et pire que tout, de la déception. C'était le regard d'une femme dont le monde venait de s'écrouler. Tout avait été préparé, des preuves fabriquées, des témoignages retournés. Renaud avait utilisé tout ce que je lui avais donné, chaque secret, chaque confidence, pour construire un dossier parfait contre moi. Il m'a fait porter le chapeau pour ses propres crimes, pour les arrangements qu'il avait passés dans le dos de la justice. Il ne s'est pas contenté de me trahir. Il a utilisé mon propre art, ma propre méthode, pour me détruire. Il m'a effacé de l'équation et a pris toute la place. Le juge héros, le chevalier blanc. Et moi, le cerveau du crime, enfin sous les verrous. C'était une histoire parfaite. Personne n'a posé de questions. La prison a été une longue chute dans le silence. J'ai perdu mon nom. Je suis devenu un numéro. Le plus dur, ce n'était pas la violence ou la promiscuité. C'était l'impuissance. Mon cerveau, mon arme, ne me servait plus à rien. Il n'y avait pas de stratégie pour sortir de là, juste des murs et du temps. Aïcha est venue me voir une fois, une seule. On s'est assis de part et d'autre d'une vitre en plexiglas. On n'avait rien à se dire. Les mots étaient inutiles. Son visage était fermé, ses yeux vides. Elle m'a juste dit qu'elle partait, qu'elle allait changer de nom, elle et Léo, pour lui donner une chance. Elle ne me reprochait rien, et c'était ça le pire. Il n'y avait pas de colère, juste un chagrin immense et résigné. Elle m'a laissé une photo d'elle et du petit. C'est la dernière fois que je l'ai vue. J'ai compris sa décision. Elle ne me quittait pas, moi. Elle fuyait le monstre que j'avais laissé entrer dans nos vies. Elle protégeait notre fils, comme j'aurais dû le faire. Chaque nuit, dans ma cellule, je regardais cette photo jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. C'était mon seul lien avec le monde qui avait existé avant. Quand je suis sorti, après 10 ans, je n'étais plus personne. Le monde avait continué sans moi. Mes anciens contacts étaient soit morts, soit en prison, soit ils avaient trop peur de s'approcher de moi. Mon nom était devenu une malédiction. Samuel, le traître, la balance, le type qui s'était fait avoir comme un bleu. J'ai essayé de trouver un travail honnête. J'ai fait la plonge, j'ai nettoyé des bureaux la nuit. Mais mon casier judiciaire me rattrapait toujours. Personne ne veut d'un fantôme avec un passé si lourd. J'ai dormi dans des foyers, puis dans ma voiture, jusqu'à ce qu'on me la saisisse. Et puis, un jour, il n'y a plus eu d'autre option. Le trottoir. La première nuit sur un carton a été la plus longue de ma vie. Ce n'est pas le froid qui te tue, c'est la honte, le sentiment d'être tombé si bas que tu n'es même plus un être humain. Tu es un déchet, un obstacle que les gens contournent sur leur chemin. L'invisibilité, c'est une mort lente. Tu cries à l'intérieur, mais aucun son ne sort. Tu es là, au milieu de la foule, et tu es plus seul que si tu étais au milieu du désert. La dignité, c'est une chose étrange.
Tu crois qu'elle est attachée à ton travail, à ta maison, à tes vêtements. Mais ce n'est pas vrai. Je me souviens de la fierté que je ressentais quand je rentrais le soir et que Léo courait vers moi en criant « Papa !» Je le soulevais dans les bras et son petit corps chaud contre le mien. C'était ça, la dignité. C'était de savoir que pour une personne au monde, tu étais tout. C'était le regard d'amour d'Aïcha, un regard qui disait que malgré tout, j'étais un homme bien. Aujourd'hui, les regards que je croise sont vides, ou pire, pleins de mépris, comme celui de Renaud. Il me voit, mais il ne voit pas l'homme qu'Aïcha aimait. Il ne voit pas le père de Léo. Il voit une chose sur le trottoir, un problème à régler avec une pièce de 2 €. Il a réussi à me voler ma vie, ma famille, ma liberté. Il a cru qu'il m'avait aussi volé ma dignité. Mais il y a une chose qu'il n'a pas comprise. La dignité, la vraie, elle ne se trouve pas dans le regard des autres. Elle se trouve à l'intérieur. C'est une petite flamme qui refuse de s'éteindre, même quand le vent souffle le plus fort. Je garde la photo sur moi, toujours. Elle est pliée en 4, dans la poche intérieure de ma veste, celle qui n'est pas trouée. Le papier est usé, presque transparent à force de l'avoir touché. Regardez, c'est mon seul trésor. C'est la preuve que je n'ai pas toujours été ça, que j'ai été aimé, que j'ai aimé. Sur la photo, Léo a 2 ans. Il est sur mes épaules, ses petites mains agrippées à mes cheveux, et il rit aux éclats. Aïcha est à côté. Elle me regarde avec un sourire si tendre que ça me fend le cœur à chaque fois. On est dans un parc, il y a du soleil. On ressemble à une famille normale, une famille heureuse. Parfois, la nuit, quand le froid est trop intense et que la solitude devient un poids physique, je la sors. Je la regarde à la lueur d'un lampadaire. Et je me parle. Je parle à l'homme sur la photo. Je lui demande comment il a pu tout gâcher, comment il a pu être si aveugle. Mais je lui promets aussi quelque chose. Je lui promets que ce n'est pas fini, que l'homme sur cette photo existe encore, quelque part, sous les couches de crasse et de désespoir. Ce passé, il n'est pas mort. Il vit en moi. Chaque détail est gravé dans ma mémoire. La mémoire photographique que Renaud admirait tant, il n'a pas pu me l'enlever. Je me souviens de l'odeur de son bureau, un mélange de cuir, de tabac froid et d'ambition rance. Je me souviens des numéros de compte qu'il a notés sur un carnet, croyant que je ne regardais pas. Je me souviens des noms qu'il a prononcés à voix basse au téléphone, des rendez-vous secrets, des valises de billets. Il pensait que j'étais juste un outil, un instrument qu'il pouvait utiliser puis jeter. Il n'a pas compris que l'instrument enregistrait tout. Il a sous-estimé la seule chose qu'il aurait dû craindre, ma capacité à ne jamais rien oublier. Dans sa précipitation pour m'effacer, il a laissé derrière lui le seul témoin capable de raconter la véritable histoire. Il m'a transformé en clochard, mais il m'a laissé mon arme la plus précieuse, mon cerveau. Et un cerveau qui n'a plus rien à perdre est la chose la plus dangereuse au monde. Passer du statut de stratège respecté à celui de fantôme des rues m'a appris une leçon fondamentale. Quand tu es au sommet, tout le monde te regarde. Tu es une cible. Chaque mouvement est analysé, chaque parole est interprétée. Tu dois constamment te protéger, anticiper les attaques. Mais quand tu es tout en bas, quand tu es invisible, plus personne ne fait attention à toi. Tu deviens une partie du décor. Les gens parlent devant toi comme si tu n'existais pas. Ils font des affaires au téléphone à 2 mètres de toi. Ils se confient, ils se disputent. Tu deviens le réceptacle de tous les secrets de la ville. Au début, c'était une torture. Maintenant, je comprends que c'est une force.
Renaud, dans son monde de luxe et de pouvoir, est prisonnier de son image. Il est observé en permanence. Moi, je suis libre. Je peux aller n'importe où, écouter n'importe quoi. Je suis le roi des ombres. Il m'a banni de son royaume de lumière, mais il m'a involontairement couronné dans le mien. Il pense m'avoir mis hors jeu, mais il m'a juste placé sur une autre partie du plateau d'échecs. Une partie qu'il ne sait même pas que je suis en train de jouer. L'ironie de tout ça, c'est que la rue m'a rendu plus fort, plus affûté. Elle m'a dépouillé de tout ce qui n'était pas essentiel. L'ego, la fierté mal placée, le besoin de reconnaissance. Il ne reste que l'instinct de survie et la clarté de l'objectif. Avant, je me battais pour l'argent, pour le pouvoir, pour une idée abstraite de la sécurité de ma famille. C'était compliqué, plein de compromis. Aujourd'hui, c'est simple, c'est pur. Je ne me bats plus pour moi. Je me bats pour la mémoire de l'homme que j'étais, pour l'honneur de la femme qui m'a aimé, et pour l'avenir du fils qui ne porte plus mon nom. Ma vengeance ne sera pas une explosion de violence. Ce n'est pas mon style. Ce sera une partie d'échecs, la plus belle et la plus complexe que j'ai jamais jouée. Chaque pièce est déjà en place. Les pions sont les petits détails que j'ai accumulés. Les tours sont les failles de son système. Les fous sont les ennemis qu'il s'est faits en montant au sommet. Et moi, je suis le roi. Un roi déguisé en mendiant qui attend le moment parfait pour annoncer l'échec et mat. Alors oui, il m'a jeté cette pièce. Il a cru acheter son absolution pour 2 €. Il a cru me réduire au silence avec le tintement du métal sur le béton. Mais ce son n'a pas été le son de ma défaite. Ça a été le son du gong qui annonce le début du dernier round. Il a réveillé le stratège, l'artiste. Il m'a rappelé qui j'étais et ce que je devais faire. Cette pièce, je la garde. Elle est le symbole de son arrogance, de sa seule et unique erreur stratégique. Il n'aurait jamais dû venir me provoquer sur mon propre terrain. Il n'aurait jamais dû me regarder dans les yeux, car dans mes yeux, il n'a pas vu un homme brisé. Il aurait dû y voir le reflet de sa propre fin. Il a oublié la première règle des échecs, celle que je lui avais pourtant enseignée. Ne jamais sous-estimer la puissance d'un pion qui a réussi à traverser tout l'échiquier. Car ce pion peut se transformer en n'importe quelle pièce, même en reine. Et la reine, comme vous le savez, est la pièce la plus puissante du jeu. Vous est-il déjà arrivé de perdre quelque chose de si précieux que vous pensiez ne jamais pouvoir vous en remettre? Si cette histoire vous touche, pensez à ceux qui, autour de vous, sont devenus invisibles. Un regard, un mot, un simple geste d'humanité peut parfois suffire à rallumer une flamme. Cette pièce de 2 € dans ma poche, c'est devenu mon point de départ. Le coup de sifflet de l'arbitre. Sauf que cette fois, je ne joue plus pour un client, je ne joue plus pour l'argent. Je joue pour moi. Alors j'ai commencé à marcher, pas au hasard, comme un animal blessé qui cherche un endroit pour mourir. Non, je marche avec un but. Je redécouvre Paris, mais pas le Paris des cartes postales. Je redécouvre son ventre, ses artères, ses veines malades. Je suis devenu un expert des courants d'air, des grilles de métro qui soufflent un air tiède et vicié, des renfoncements d'immeubles haussmanniens qui offrent une protection illusoire contre le vent. Je note tout, les horaires des rondes de police, les heures de fermeture des cafés qui jettent leurs poubelles encore pleines, les visages des habitués qui passent chaque jour sans me voir. Le froid n'est plus seulement une souffrance, c'est un outil. Il garde mon esprit clair, affûté. Il me rappelle constamment que je n'ai pas le luxe de la distraction.
Chaque calorie, chaque minute de sommeil, chaque information glanée est une ressource précieuse dans le plan qui commence à prendre forme dans mon esprit. Un plan dont je suis la seule et unique pièce maîtresse, cachée à la vue de tous. Le premier test, ce fut cette pièce. Je suis entré dans une boulangerie, près de la gare Saint-Lazare. L'odeur du pain chaud m'a frappé comme un coup de poing. Ça sentait la vie normale, les matins pressés, les petits déjeuners en famille. J'ai attendu mon tour, la pièce de 2 € serrée dans ma paume moite. Devant moi, les gens commandaient des formules à 10 € sans même regarder le prix. Quand mon tour est arrivé, j'ai posé la pièce sur le comptoir. Le son a semblé minuscule, pathétique. Un croissant d'hier, s'il vous plaît. La boulangère, une femme avec un visage fatigué, a d'abord regardé la pièce, puis moi. Son regard a balayé mes vêtements sales, ma barbe de plusieurs jours, ma peau noire. Et son expression a changé. La fatigue a laissé place à la méfiance, presque au dégoût. « On n'a pas ça », elle a dit sèchement, en poussant ma pièce vers moi avec le bout de l'ongle. Pourtant, je les voyais, les invendus de la veille, dans un panier derrière elle. Je n'étais pas un client, j'étais une contamination. Je suis sorti sans un mot, l'odeur du pain me poursuivant comme une insulte. L'humiliation avait le goût de la faim. Quelques jours plus tard, le froid était devenu insupportable. Un froid humide qui vous traverse les os. J'ai pensé à la bibliothèque publique, près de Beaubourg. Un souvenir de mes années d'étudiant. Un lieu chaud, silencieux, rempli de savoir. Un sanctuaire. Je voulais juste m'asseoir, me réchauffer, peut-être lire un journal, me reconnecter un peu avec le monde des vivants. J'ai poussé la grande porte vitrée. La chaleur à l'intérieur était un choc délicieux. Mais je n'ai pas fait 2 pas. Un agent de sécurité, massif, s'est planté devant moi. Il n'a pas élevé la voix, c'était pire que ça. Il a parlé avec un calme méprisant pour que seuls nous deux entendions. Ce n'est pas un refuge ici. Vous ne pouvez pas rester. Je n'avais rien dit, rien fait. C'est mon apparence qui avait parlé pour moi. Mon odeur, peut-être. L'odeur de la rue, l'odeur de la défaite. J'ai essayé de protester, de dire que c'était un lieu public, que j'avais le droit. Il a eu un petit sourire. Essayez, et j'appelle la police. Maintenant, sortez. La porte du savoir, la porte d'un monde qui avait été le mien, venait de se refermer sur moi, lourdement. Dehors, le vent semblait encore plus glacial. J'étais non seulement un paria, mais un paria qu'on voulait garder ignorant. Et la police? Ah, la police! Ils sont devenus une sorte de prédateurs naturels dans mon nouvel écosystème. Ils ne me voient pas comme une victime, quelqu'un à protéger. Ils me voient comme un problème à déplacer, une statistique à gérer. Une nuit, je m'étais trouvé un abri sous le porche d'une église, recroquevillé dans mes cartons. 2 jeunes flics, pas plus de 25 ans, m'ont réveillé à coups de pied dans le carton. Pas sur moi, juste à côté, mais l'intention était claire. La lumière de leur torche en plein dans les yeux. « Allez, dégage de là, tu ne peux pas rester ici. » J'ai demandé où je pouvais aller. Le plus âgé des 2 a ricané. « C'est pas mon problème, circule. » Ils m'ont regardé m'éloigner en boitillant, mes affaires à moitié rassemblées sous le bras. Dans leurs yeux, il n'y avait aucune humanité, juste le pouvoir et l'agacement. Je me suis souvenu des flics corrompus que j'avais aidé Renaud à faire tomber. Ces 2-là n'étaient pas corrompus, ils étaient pires. Ils étaient simplement indifférents. Ils appliquaient les règles d'un système qui avait décidé que des gens comme moi n'avaient le droit d'être nulle part. L'ironie était que j'avais passé une partie de ma vie
à être plus malin qu'eux. Et maintenant, je n'avais même plus le droit de dormir sur un de leurs trottoirs. L'invisibilité a plusieurs couches, vous savez. Il y a d'abord l'invisibilité simple. Les gens qui marchent dans la rue, les yeux rivés sur leur téléphone, ils ne vous voient littéralement pas. Vous êtes un obstacle flou, une partie du mobilier urbain qu'ils contournent instinctivement. C'est presque reposant, cette forme-là. Mais il y a une autre couche, bien plus cruelle. C'est quand les gens vous voient, mais qu'ils ne voient pas un homme. Ils voient une catégorie, le clochard, le noir, le danger potentiel, le parasite. Chaque regard est un jugement. Ils ne voient nu pas Samuel, l'homme qui aimait les échecs et les vieilles Mercedes, le père qui tenait son fils sur ses épaules. Ils voient un stéréotype ambulant, la somme de toutes leurs peurs et de leurs préjugés. Et le pire, c'est que cette vision est si puissante qu'elle finit par vous atteindre. Vous commencez à vous voir à travers leurs yeux. Vous commencez à douter d'avoir jamais été autre chose que ça. C'est une violence psychologique constante, une érosion lente de votre identité. Chaque jour, un petit morceau de vous est effacé par des milliers de regards qui refusent de vous reconnaître comme leur égal. C'est un meurtre silencieux, commis par la foule. La faim est une chose terrible. Ce n'est pas seulement le creux dans l'estomac, c'est un brouillard qui s'installe dans le cerveau. Les pensées deviennent lentes, confuses. Le monde se réduit à une seule obsession, trouver de quoi manger. Au début, je subissais. J'attendais la charité. Je fouillais les poubelles avec un sentiment de honte qui me brûlait la gorge. Puis, le stratège en moi a refait surface. J'ai transformé la survie en un problème logistique. J'ai commencé à cartographier les ressources. Telle boulangerie jette ses invendus à 20 heures précises. Tel supermarché a des bennes accessibles par une ruelle non surveillée. Les fins de marché, le dimanche, sont une mine d'or pour les fruits et légumes abîmés. J'ai appris à lire la ville comme un échiquier de la survie. La honte s'est transformée en concentration. Je ne subissais plus, j'agissais. Mais cette discipline avait un prix. Chaque morceau de nourriture récupéré, chaque repas volé à la misère, me rappelait la distance qui me séparait de la vie normale. Le souvenir d'un simple repas au restaurant avec Aïcha, le bruit des couverts, le goût du vin, devenait une torture, un luxe d'une autre galaxie. Un soir, sur les quais de Seine, j'ai vu une jeune femme, une touriste, je crois, faire tomber son portefeuille en sortant son téléphone. Il a glissé silencieusement sur le sol. Elle ne s'en est pas rendue compte. J'étais à quelques mètres. Mon premier réflexe a été celui de l'ancien Samuel, l'homme honnête qu'Aïcha avait aimé. Je me suis avancé, j'ai ramassé le portefeuille et je l'ai appelé. « Mademoiselle, vous avez fait tomber ça. » Lal, quand elle s'est retournée et m'a vu, son visage s'est figé. La panique a éclaté dans ses yeux. Elle a serré son sac contre elle, a fait un pas en arrière, prête à crier. Elle n'a pas vu un homme qui lui rendait son bien. Elle a vu un agresseur, l'agresseur noir, le cliché absolu. J'ai dû tendre le portefeuille vers elle, en restant immobile, comme on approche un animal effrayé. Elle l'a arraché de ma main, a balbutié un « merci » inaudible, et a fui presque en courant, sans un regard en arrière. Je suis resté là, le bras tendu dans le vide. L'humiliation était totale. Mon geste de bonté avait été perçu comme une menace. J'ai compris à ce moment-là que mon apparence seule était devenue un crime à leurs yeux. Le froid. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Ce n'est pas juste une température basse. C'est une entité vivante, malveillante. Il y a le froid sec
qui vous gerce les lèvres et la peau. Et il y a le froid humide, le pire, celui de Paris, qui s'infiltre partout, qui traverse les couches de vêtements, les cartons, et qui vient se loger directement dans vos os, dans vos articulations. La nuit, c'est une bataille constante pour ne pas geler. Vous vous recroquevillez, vous essayez de transformer votre corps en la plus petite boule possible pour conserver un peu de chaleur. Chaque souffle que vous voyez se transformer en buée est une preuve de la vie qui vous quitte. Le sommeil n'est jamais un repos. C'est une série de réveils brutaux, provoqués par des frissons incontrôlables. Je me souviens de la chaleur du corps d'Aïcha contre le mien, sous une couette. C'était une chose si simple, si acquise. Aujourd'hui, ce souvenir est un luxe inaccessible, une douleur physique. Le froid ne vous tue pas seulement le corps, il vous gèle l'âme. Il vous rappelle à chaque seconde que vous êtes seul et que si vous mourrez là, personne ne le saura avant des heures, peut-être des jours. La ville a une bande-son différente quand on vit dans la rue. Pour les gens normaux, ce sont des bruits de fond qu'ils ont appris à ignorer. Pour moi, c'est un langage. Le grondement du premier métro à 5 heures du matin, c'est le signal que la nuit est presque finie, que j'ai survécu. Le vacarme des camions poubelles, c'est à la fois une source de nourriture potentielle et le bruit de mon propre monde qu'on efface, qu'on nettoie. Les sirènes de police au loin, ce n'est plus un drame abstrait, c'est une menace qui se rapproche peut-être de moi. Le rire des gens qui sortent des restaurants, ivres de vin et de bonheur, est la chose la plus violente qui soit. C'est une musique d'un autre monde, un monde auquel je n'ai plus accès, et chaque note est une piqûre qui me rappelle ma déchéance. Je n'entends plus la musique, je n'entends plus les conversations. J'entends le bruit des roues sur le pavé, le cliquetis des talons qui s'éloignent vite quand ils me voient, le murmure des portes qui se ferment, la symphonie de mon exclusion. J'ai essayé de demander de l'aide, la vraie, l'officielle. Je me suis rendu dans un centre d'action sociale. La file d'attente s'étirait jusque sur le trottoir. Une cour des miracles des temps modernes. Des visages épuisés, des regards vides. L'odeur à l'intérieur était un mélange de sueur, de désinfectant bon marché et de désespoir. Après 2 heures d'attente, mon tour est arrivé. Je me suis retrouvé face à une femme, derrière une vitre en plexiglas. Elle était à bout, ça se voyait. Des piles de dossiers s'entassaient sur son bureau. Elle m'a posé les questions habituelles, d'une voix mécanique. Avez-vous une adresse, des papiers, une source de revenus? À chaque non, je la voyais se fermer un peu plus. Je n'étais pas un homme en détresse, j'étais un problème administratif insoluble. Elle a soupiré, a cherché dans un tiroir et m'a tendu une brochure avec des adresses de soupe populaires. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Suivant, j'ai tenté d'expliquer ma situation, de dire que j'avais des compétences, que je voulais juste un coup de pouce. Elle ne m'écoutait déjà plus. J'étais un dossier classé. Le système n'était pas là pour vous sortir du trou. Il était là pour gérer le trou, pour s'assurer qu'il ne déborde pas trop sur le monde des gens normaux. Le racisme, quand tu es au bas de l'échelle, n'est plus subtil. Il n'a plus besoin de se cacher derrière des formules polies. Il est brut, direct. Un soir, alors que je cherchais un endroit où dormir près des halles, un groupe de jeunes, bien habillés, un peu éméchés, est passé. L'un d'eux m'a bousculé, exprès. Je n'ai rien dit. Un autre a lancé « Fais gaffe où tu mets les pieds, y a de la merde partout ». Puis les insultes ont fusé, les classiques. « Sale bamboula ».
retourne sur ton baobab. » Ils riaient, se sentaient forts. J'étais leur divertissement de fin de soirée. Le stratège en moi a pris le dessus. Ne pas réagir, ne pas montrer de peur, ne pas leur donner ce qu'ils cherchent. Je suis resté immobile, le regard dans le vide, les laissant croire que leurs mots ne m'atteignaient pas. Ils se sont lassés et sont partis. Mais à l'intérieur, chaque insulte était un coup de couteau. Ce n'était pas la violence des mots qui faisait le plus mal, c'était mon impuissance. L'homme qui faisait taire des caïds d'un seul regard était maintenant obligé de baisser la tête devant des gamins arrogants. C'était une humiliation pure, distillée. Cette scène me hante, surtout quand je la compare à mon ancienne vie. Je me revois dans l'arrière-salle d'un bar de Belleville. Autour de la table, il y avait des hommes que la police de tout le pays recherchait. Des durs, des vrais. Le genre d'hommes qui ne respectent que la force. Quand je suis entré, le silence s'est fait. Je n'ai jamais eu besoin d'élever la voix. Je parlais calmement, j'exposais mes plans, je pointais les failles de leur raisonnement. Ils m'écoutaient avec une attention religieuse. Mon cerveau était mon arme. Et ils la craignaient et la respectaient plus que n'importe quel calibre. Je me souviens du regard de l'un d'eux, un colosse, qui m'avait dit un jour « Avec toi, Samuel, on a l'impression de jouer aux échecs pendant que les autres jouent à la bataille navale. » Ce respect, je l'avais gagné. Il était basé sur ma seule valeur, mon intelligence. Et maintenant, cette même intelligence était invisible, sans valeur. Mon cerveau était enfermé dans une carcasse que la société avait jugée inutile, méprisable. Le contraste était si violent que c'en était presque absurde. Comment pouvais-je être ces deux hommes à la fois, le roi des ombres et le fantôme du trottoir? L'hiver a continué sa progression, et avec lui, la maladie. Ça a commencé par une simple toux, un rhume. Pour quelqu'un qui a un toit et un lit chaud, c'est un désagrément de quelques jours. Pour moi, c'est devenu une lutte pour la vie. La toux est devenue caverneuse. Chaque quinte me déchirait les poumons et me laissait sans souffle. La fièvre est montée. J'ai passé 2 jours et 2 nuits à grelotter sous mes cartons, dans un état de semi-conscience. Le monde n'était plus qu'un tourbillon de bruits confus et de lumières floues. Je me souviens avoir pensé, avec une étrange lucidité, que c'était peut-être comme ça que ça allait se finir. Pas dans une fusillade, pas dans une cellule de prison, mais ici, anonymement, d'une infection pulmonaire banale, comme un animal malade qui se cache pour mourir. Il n'y avait pas de médecin, pas de médicaments, pas même un verre d'eau propre. J'étais seul avec ma douleur et la certitude que si je fermais les yeux, je ne les rouvrirais peut-être pas. Survivre à ça, c'était comprendre que toutes les protections sociales, tout ce qui sépare l'homme de l'animal, avait disparu pour moi. Il y a des humiliations plus douces, presque silencieuses, qui sont peut-être les pires. Un après-midi, j'étais assis sur un banc, essayant de profiter d'un rayon de soleil timide. Une jeune mère est passée avec son petit garçon, qui devait avoir 4 ou 5 ans. L'enfant m'a regardé avec cette curiosité pure, sans filtre, que seuls les enfants possèdent. Il ne voyait pas un clochard, il voyait juste un homme différent. Il a tiré sur la main de sa mère et a demandé d'une voix forte et claire « Pourquoi le monsieur, il est tout sale ?» La mère est devenue rouge de confusion. Au lieu de répondre à sa question, elle l'a tiré brusquement, presque violemment. « Chut, ne dis pas ça, c'est pas poli. Ne le regarde pas. » Et elle a accéléré le pas,
détournant la tête. En quelques secondes, elle venait d'apprendre à son fils une leçon essentielle du monde des adultes. L'art de ne pas voir. L'art de rendre les gens comme moi invisibles. Elle pensait lui apprendre la politesse. En réalité, elle lui apprenait l'indifférence, le mépris. J'ai vu la curiosité dans les yeux de l'enfant s'éteindre, remplacée par la gêne. Un futur regard fuyant était né. Quelques jours plus tard, j'ai assisté à une scène qui a cristallisé toute l'absurdité de ma situation. Assis près du parc Monceau, j'ai vu une femme, la soixantaine, élégante, promener son petit caniche. Le chien portait un manteau matelassé, probablement plus cher que tous mes vêtements réunis. Il a fait ses besoins sur le trottoir. La femme a sorti un petit sac en plastique, a ramassé la crotte avec un soin infini, puis a sorti une lingette de son sac pour nettoyer les pattes de son chien. Ensuite, elle lui a donné une petite friandise bio en lui murmurant des mots d'amour. J'étais là, à 10 mètres, affamé, frigorifié, et j'ai regardé cette scène. J'ai compris qu'aux yeux de cette ville, aux yeux de cette femme, ce petit chien avait plus de valeur que moi. Il avait le droit à la chaleur, à la nourriture, aux soins, à l'affection. Il avait un statut. Moi, je n'en avais aucun. J'étais moins qu'un animal de compagnie. C'était une pensée froide, clinique, sans colère. Juste un constat. Dans la hiérarchie du vivant de cette société, j'étais tombé en dessous du caniche bien élevé. L'humiliation n'était même plus personnelle, elle était systémique. Mon cerveau, pourtant, refusait de s'éteindre. Il continuait d'analyser, d'observer. Un jour, près d'un chantier de rénovation, j'ai remarqué quelque chose. Les ouvriers utilisaient une grue pour monter des palettes de matériaux au 4e étage. Mais la zone en dessous n'était pas correctement sécurisée. Le périmètre était trop petit et les palettes étaient mal équilibrées. C'était un accident en puissance. J'ai vu le contremaître qui hurlait des ordres. L'ancien moi, le stratège qui anticipe les risques, a pris le dessus. Je me suis approché. « Excusez-moi, monsieur. » Il s'est tourné vers moi, le visage fermé. « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» J'ai essayé de lui expliquer calmement le problème que je voyais. J'ai utilisé les termes techniques, je lui ai montré l'angle de balancement de la charge. Il m'a écouté une dizaine de secondes, puis il a éclaté de rire. Un rire gras, méprisant. « T'es qui, toi, pour me donner des leçons ? L'ingénieur des ponts et chaussées version Clodo. Allez, fous le camp avant que j'appelle les flics pour de bon. Mêle-toi de ton cul. » Il s'est retourné et j'étais de nouveau seul. Mon expertise, la seule chose de valeur qui me restait, venait d'être balayée comme un déchet. Le soir même, en passant devant la vitrine d'une boutique de luxe fermée, je me suis arrêté. Les lumières étaient encore allumées à l'intérieur et la vitre était un miroir parfait. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, je me suis vraiment regardé. Et je n'ai pas reconnu l'homme qui me faisait face. Ce n'était pas Samuel. C'était une créature des ombres. Les cheveux emmêlés et sales, la barbe devenue un buisson informe où se mêlent des fils gris, les joues creusées, le teint cireux. Mais le pire, c'étaient les yeux. Ils étaient vides. Vides de tout ce qui avait fait de moi un homme. Vides d'espoir, de colère, d'amour. C'était le regard d'un homme qui avait renoncé. Et j'ai compris que le processus était presque achevé. Ils avaient réussi. La société, les regards, le froid, la faim, tout ça avait travaillé ensemble pour me sculpter à l'image de ce qu'ils voulaient que je sois. Un déchet, un fantôme. Le choc de cette vision a été plus violent que n'importe quel coup. J'ai posé ma main sur la vitre froide, comme pour toucher cet étranger.
et j'ai senti une vague de désespoir si profonde que j'ai cru que j'allais m'effondrer. Et puis, il y a eu ce soir-là, le moment où tout a basculé. Et puis, il y a eu ce soir-là, le moment où tout a basculé. Je m'étais effondré dans le renfoncement d'une banque, après le choc de mon propre reflet. La nuit était tombée, glaciale, et le désespoir était une chose physique, un poids sur ma poitrine qui m'empêchait de respirer. J'avais fermé les yeux, non pas pour dormir, mais pour disparaître. Et c'est là que je l'ai entendu. Une conversation, juste de l'autre côté du mur. 2 hommes en costume, sortant d'un dîner d'affaires. Ils parlaient fort, sans se soucier de qui pouvait écouter. Surtout pas de moi. L'un d'eux a mentionné un nom qui a agi comme une décharge électrique dans mon cerveau anesthésié. Le nom d'un montage financier offshore que Renault avait mis en place des années auparavant. Un nom que seul lui et moi connaissions. L'homme en a ri, parlant d'un petit arrangement avec le juge Renault. Il a donné des détails, des chiffres, des dates. Pour lui, ce n'était qu'une anecdote de fin de soirée, une vantardise entre initiés. Pour moi, c'était le bruit d'une clé tournant dans une serrure rouillée depuis 10 ans. La serrure de ma mémoire, la serrure de la cage où j'avais enfermé mon arme la plus puissante. J'ai ouvert les yeux dans le noir. Le poids sur ma poitrine avait disparu, remplacé par une clarté froide et absolue. Le secret que je porte en moi n'est pas un document caché, ni un carnet de comptes. C'est quelque chose d'immatériel, d'invulnérable. C'est ma mémoire. Pas une bonne mémoire, non. Une mémoire totale, absolue, eidétique. Je n'oublie rien. Jamais. Je ne me souviens pas des choses. Je les revis. Quand je pense à une scène de mon passé, je ne la vois pas comme un film flou. Je suis dedans. Je sens l'odeur du café qu'Aïcha préparait le matin. Je sens la chaleur du soleil sur ma peau ce jour-là au parc. J'entends l'intonation exacte de la voix de Renaud quand il a menti en me regardant dans les yeux. Je peux mettre la scène sur pause, zoomer sur un détail, comme le reflet d'un visage dans une vitre, ou le nom d'un dossier posé sur un bureau. Pendant des années, dans la rue, cette faculté a été ma pire torture. Chaque souvenir heureux était un coup de poignard. Chaque humiliation était revécue avec la même intensité, nuit après nuit. Alors j'ai tout fait pour l'anesthésier. Le froid, la faim, l'épuisement. C'était ma seule défense. J'ai essayé d'enfouir ce don sous des couches de misère, de le noyer dans le brouillard de la survie. Mais ce soir-là, en entendant ce nom, j'ai compris que je ne pouvais plus le cacher. Ce n'était plus une malédiction, c'était redevenu une arme. Je crois que je suis né avec. Enfant à la Courneuve, je pensais que tout le monde était comme moi. Je me souvenais des plaques d'immatriculation de toutes les voitures du quartier, du contenu exact des conversations entendues à travers les murs fins de notre appartement. C'est au parc, en regardant les vieux jouer aux échecs, que j'ai compris que c'était différent. Ils devaient réfléchir, calculer les coups. Moi, je voyais la partie dans sa totalité. Je me souvenais de centaines de parties que j'avais lues dans des livres, et je pouvais superposer leur schéma à la partie en cours, prédisant les 20 prochains coups sans effort. Mon cerveau est une bibliothèque infinie, où chaque information est classée, indexée et accessible instantanément. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est autre chose. C'est une architecture mentale. J'ai appris à la cacher très tôt. À l'école, je faisais exprès des erreurs pour ne pas paraître trop bizarre. Dans la cité, je ne disais jamais tout ce que je savais, car le savoir, c'est le pouvoir, et le pouvoir attire les ennuis.
C'est devenu mon jardin secret, un palais mental où je pouvais me réfugier. Un endroit où j'étais le maître absolu, loin du chaos et de l'injustice du monde extérieur. C'est cette mémoire qui a fait de moi l'artiste. Quand les gens du milieu venaient me voir, ils n'achetaient pas un plan, ils louaient ma base de données. Je pouvais leur dire quel flic travaillait dans quel secteur, ses habitudes, ses faiblesses. Je pouvais leur dessiner de mémoire le plan d'un entrepôt que je n'avais vu qu'une seule fois, en passant en voiture. Je me souvenais de conversations entendues des mois auparavant dans un bar, qui prenaient soudain tout leur sens. Je pouvais croiser des milliers de points de données en quelques secondes pour trouver la faille, l'angle mort. Pour eux, c'était de la magie. Pour moi, c'était juste un processus de recherche. Renaud a été le premier à comprendre que ce n'était pas un simple talent de voyou. Il a vu le potentiel stratégique immense de ma capacité. Il m'a utilisé pour construire sa carrière, affaire après affaire. Il me donnait des piles de dossiers, des heures d'enregistrement. Le lendemain, je lui restituais une synthèse parfaite, en soulignant les incohérences, les liens cachés que personne n'avait vus. J'étais son disque dur externe, son processeur surpuissant. Il admirait l'outil, mais il a toujours méprisé l'homme qui le portait. Il n'a jamais compris que l'outil enregistrait aussi tout ce qui le concernait. Lui. Pendant 10 ans, en prison puis dans la rue, j'ai tout fait pour ne plus m'en servir. Parce que cette mémoire, c'est aussi là qu'Aïcha et Léo vivent. C'est le seul endroit où ils sont encore à moi. Je peux me souvenir du poids exact de la tête de Léo, endormi sur mon épaule, de l'odeur de sa peau de bébé. Je peux revoir le grain de beauté juste au-dessus de la lèvre d'Aïcha, la façon dont ses yeux se plissaient quand elle riait vraiment. Je me souviens de chaque mot d'amour qu'elle m'a murmuré, de chaque dispute, de chaque réconciliation. Ces souvenirs sont si vifs, si parfaits, qu'y retourner était une agonie. C'était comme toucher une plaie à vif, encore et encore. La douleur de la perte était multipliée à l'infini par la perfection du souvenir. C'était plus facile de croire que tout ça n'avait été qu'un rêve. Cacher ma mémoire, c'était une question de survie mentale. Je préférais être un fantôme vide plutôt qu'un homme torturé par la perfection de son propre passé. Je me suis interdit l'accès à mon propre palais mental. J'en ai muré les portes. Je me suis condamné à l'exil, à la surface de mon propre esprit. Si le monde voyait, si les gens pouvaient voir au-delà de mes vêtements en lambeaux, de ma peau sale, s'ils pouvaient voir l'architecture qui se trouve à l'intérieur de mon crâne, le contremaître du chantier, celui qui m'a traité de clodo-ingénieur. Si seulement il avait su que je pouvais visualiser les forces de tension sur ces câbles et calculer la probabilité d'une rupture juste en regardant la couleur de la rouille, il ne m'aurait pas chassé, il m'aurait payé une fortune pour un audit de sécurité. La boulangère qui m'a refusé un croissant. Si elle avait su que je me souvenais de la recette exacte du pain de son grand-père, une recette qu'elle a oubliée et qui ferait sa fortune, juste pour l'avoir entendue une fois dans une conversation. La femme du centre social, noyée sous ses dossiers. Je pourrais réorganiser tout son système de classement en une après-midi de tête et lui faire gagner des mois de travail. Je porte en moi la solution à des centaines de problèmes, petits et grands. Mais le monde ne veut pas de mes solutions. Il ne veut pas de mon cerveau. Il ne voit que l'emballage et il l'a jugé sans valeur. C'est le plus grand gâchis de tous. Un trésor enfermé dans une poubelle. Renaud a fait la même erreur, mais à une échelle bien plus grande. Il m'a sous-estimé. Il a vu un outil brillant, mais un outil qu'on peut jeter après usage.
Le soir de ma trahison, dans son bureau, il était nerveux. Je le revois maintenant. Il a renversé un peu de whisky en me servant un verre. Son sourire était trop figé. Ses doigts tapaient un rythme irrégulier sur son bureau. Des détails que j'avais enregistrés, mais que mon esprit, aveuglé par la promesse d'une nouvelle vie pour ma famille, n'avait pas voulu interpréter. Ma mémoire a tout capturé. Les noms sur les post-it qu'il a négligemment laissés sur son bureau. Le numéro de téléphone qu'il a griffonné en croyant que je regardais ailleurs. Les initiales sur le carnet Moleskine qu'il a ouvert une fraction de seconde. Il a commis l'erreur classique du joueur d'échecs arrogant. Il s'est concentré sur son prochain coup, ma chute, sans réaliser que son adversaire enregistrait la position de chaque pièce sur l'échiquier pour une partie future. Il a cru me mettre échec et mat, mais il a simplement mis le jeu en pause, en me laissant 10 ans pour analyser la partie et préparer ma contre-attaque. Cette mémoire est la raison pour laquelle j'ai dû cacher qui j'étais, même en prison. Si mes anciens associés, ou même mes ennemis, avaient su que je me souvenais de tout, de chaque transaction, de chaque trahison, de chaque secret confié, je serais devenu une menace bien trop grande, une bombe à retardement. Personne n'aurait pris le risque de me laisser en vie. Mon silence et mon apparence d'homme brisé étaient ma meilleure assurance-vie. Je suis devenu le personnage que tout le monde attendait, le stratège qui avait perdu la main, le cerveau qui avait grillé. J'ai joué ce rôle à la perfection. J'ai laissé ma barbe pousser, j'ai négligé mon corps. J'ai adopté le regard vide de ceux qui ont tout perdu. C'était un camouflage. La honte, la peur, le traumatisme de la trahison de Renaud et de la perte d'Aïcha et Léo étaient réels, bien sûr. Mais je les ai utilisés. Je m'en suis servi comme d'un bouclier, une cape d'invisibilité qui me protégeait non seulement du monde extérieur, mais aussi de moi-même, de la douleur de mes propres souvenirs. Survivre, c'était devenir un autre. C'était tuer l'artiste pour que Samuel, le clochard, puisse vivre. La conversation de ces deux hommes près de la banque a tout changé. Elle n'a pas seulement ravivé un souvenir, elle a fourni une nouvelle information, une information actuelle. Elle m'a prouvé que le système de corruption de Renaud était toujours en place, qu'il continuait ses petites affaires en toute impunité. Et ça a été l'étincelle. Comprendre que mon sacrifice, la destruction de ma famille, la perte de ma vie, n'avaient servi à rien, si ce n'est à consolider son pouvoir. La rage que j'ai ressentie à ce moment-là était différente de celle que j'avais ressentie face à son mépris, rue de Rivoli. Ce n'était plus une rage impuissante, c'était une rage froide, concentrée, une énergie pure. Mon cerveau s'est remis en marche, non plus pour revivre le passé, mais pour l'analyser. Toutes les pièces du puzzle que j'avais laissées en désordre dans ma tête ont commencé à s'assembler. Les noms, les dates, les comptes en Suisse, les arrangements secrets, tout s'est connecté. Je ne voyais plus une série de souvenirs douloureux. Je voyais une carte, la carte détaillée de l'empire criminel de Renaud, avec ses fondations, ses piliers et surtout ses points de rupture. Aïcha détestait ce que je faisais, mais elle était fascinée par ma mémoire. Un jour, elle m'avait demandé comment ça fonctionnait. Je lui avais expliqué que c'était comme un palais immense avec des milliers de pièces. Chaque pièce contient un souvenir, parfaitement conservé. Il y a la pièce de notre première rencontre, la pièce de la naissance de Léo. Je lui avais dit que la pièce la plus importante était celle où je la rangeais, elle, la bibliothèque de tout ce qui la concernait. Elle avait souri, un peu triste, et m'avait dit
Fais attention, Samuel. Un palais comme ça peut aussi devenir une prison. » Elle avait raison. Après sa perte, c'est devenu exactement ça. Une prison dorée de souvenirs parfaits. Mais maintenant, je comprends. Je ne dois plus me promener dans les couloirs de ce palais comme un fantôme qui pleure ce qu'il a perdu. Je dois en devenir l'architecte, le gardien. Je dois utiliser les plans de ce palais, non pas pour me souvenir, mais pour construire. Construire un piège. Un piège si parfait, si complexe, que Renaud y entrera de son plein gré, sans même se rendre compte qu'il est en train de marcher vers sa propre destruction. Je vais utiliser la mémoire de mon amour pour elle comme carburant pour ma justice. Si seulement ils savaient, les 2 jeunes flics qui m'ont chassé du porche de l'église, ils ont vu un déchet à déplacer. Ils n'ont pas vu l'homme qui se souvient de leur numéro de matricule, de la conversation qu'ils avaient sur leurs problèmes d'argent, du nom de leur supérieur qu'ils ont critiqué, des informations qui, entre de bonnes mains, peuvent devenir des leviers. La touriste à qui j'ai rendu son portefeuille, elle a vu un agresseur. Elle n'a pas vu l'homme qui a mémorisé en une fraction de seconde le nom de sa banque sur sa carte de crédit. Une banque connue pour ses pratiques douteuses, la même que l'un des contacts de Renaud utilisait. Chaque interaction, chaque humiliation, chaque regard de mépris n'est plus une blessure. C'est une collecte de données. Ma vie dans la rue, mon invisibilité, est devenue la plus grande opération de renseignement qui soit. Je suis une caméra de surveillance humaine, un micro invisible. Il me rejette, me chasse, m'ignore, et ce faisant, il me livre tous les secrets dont j'ai besoin. Renaud a cru me jeter dans le vide, mais il m'a jeté au cœur même de son système, là où personne ne pense jamais à regarder. Mon talent, ce n'est pas juste de me souvenir, c'est de voir les liens, de connecter des points que personne ne pense à relier. C'est le don du stratège. Par exemple, je me souviens d'un détail anodin d'il y a 12 ans. Renaud avait une allergie très spécifique à un type de pollen de cyprès qu'on ne trouve que dans une certaine région d'Italie. Et je me souviens aussi que l'un des hommes d'affaires qui l'a fait tomber, prétendument pour la justice, possédait justement une villa dans cette région précise. Et j'entends aujourd'hui, dans la conversation de ces 2 hommes près de la banque, que Renaud passe ses vacances dans une magnifique villa en Toscane qu'il a acquise récemment. Pour n'importe qui d'autre, ce sont 3 informations sans rapport. Pour moi, c'est une ligne droite. C'est le mobile, le crime et le profit. Mon esprit est une machine qui tisse des liens. Et depuis cette nuit, la machine tourne à plein régime. Je rassemble les fils. Le fil des comptes en Suisse, le fil des faux témoignages, le fil des promotions de certains policiers, le fil des décisions de justice inexplicables. Et tous ces fils, je le vois maintenant avec une clarté terrifiante, mènent à la même personne. Ils tissent la tapisserie de sa trahison, la pièce de 2 €. Je la tiens souvent dans ma main. Elle est devenue autre chose qu'un symbole d'humiliation. Elle est la première pièce du puzzle qu'il m'a lui-même donnée. En me la jetant, il a commis une erreur fondamentale. Il a créé un lien physique entre son monde et le mien. Il a brisé la barrière de l'indifférence. Il m'a rappelé que j'existais. Cette pièce est la preuve tangible de notre dernière interaction. Et ma mémoire a tout enregistré autour de cet instant. L'heure exacte, les témoins potentiels, même s'ils ne regardaient pas, la voiture qui est venue le chercher, une berline avec chauffeur dont j'ai mémorisé la plaque, le nom du restaurant d'où il sortait,
un établissement connu pour être le lieu de rendez-vous des juges et des avocats d'affaires les plus influents. Il pensait faire un geste de pouvoir, de domination finale. En réalité, il m'a donné le point de départ de mon enquête. Il a posé la première pierre de l'édifice qui va l'ensevelir. Il a sous-estimé la portée d'un si petit geste, parce qu'il a sous-estimé l'homme à qui il le destinait. Il a oublié que dans une partie d'échecs, même le plus petit mouvement d'un pion peut changer le cours de toute la partie. Je ne suis plus un fantôme qui hante les rues. Je suis un chasseur. Mon territoire, c'est Paris. Mes proies, ce sont les informations. Je ne cherche plus la chaleur, je cherche les conversations. Je ne cherche plus la nourriture, je cherche les failles. Je dors le jour, dans des lieux bondés où personne ne me remarque, et je me déplace la nuit, quand la ville révèle ses secrets. Je suis devenu un expert de l'ombre. Je sais comment me fondre dans le décor, comment devenir un simple bruit de fond. Les gens ont peur du noir, des ruelles sombres. Mais pour moi, l'obscurité est une alliée. C'est là que je travaille. C'est là que mon cerveau fonctionne le mieux, loin des distractions du jour. Je ne suis plus Samuel, le clochard brisé. Je ne suis pas encore tout à fait l'artiste. Je suis entre les deux, une créature de la vengeance, mue par une logique froide et implacable. Chaque jour, je rassemble une nouvelle pièce. Chaque nuit, je l'ajoute au grand échiquier dans ma tête. La partie a commencé il y a bien longtemps, mais mon adversaire ne le sait pas encore. Il continue de jouer seul, de déplacer ses pièces en toute confiance, sans voir l'ombre qui se penche au-dessus du plateau. Cette connaissance que je détiens, cette mémoire parfaite, est la chose la plus précieuse que j'ai. Et c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais me prendre. Ils m'ont pris ma maison, ma famille, ma dignité, mon nom. Mais ils ne peuvent pas entrer dans ma tête. Ils ne peuvent pas effacer ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris. Mon crâne est le dernier coffre-fort inviolable. Renaud a construit son empire sur des mensonges, sur des secrets et sur ma destruction. Il a bâti un château de cartes sur des fondations pourries. Et moi, je suis le seul à posséder le plan détaillé de ces fondations. Je sais exactement où se trouve le pilier central, le seul qu'il faut retirer pour que tout s'effondre. Pas avec du bruit, pas avec de la violence, mais avec la simple et pure vérité. Une vérité si détaillée, si précise, si irréfutable, qu'elle agira comme un poison lent et certain. Il m'a rendu invisible, mais il a oublié que de l'ombre, on voit tout. On voit la lumière, ses failles, et surtout, on voit très bien comment l'éteindre. Ma plus grande force aujourd'hui, c'est que je n'ai plus rien à perdre. C'est le seul avantage du désespoir absolu. Renaud, lui, a tout à perdre. Son poste, sa réputation, sa fortune, sa liberté. Il est entouré de murs, mais ces murs sont en verre. Il est prisonnier de ce qu'il a construit. Moi, je suis libre. Ma seule possession est cette mémoire, et elle est aussi légère que l'air. Il ne peut pas me menacer, il ne peut pas m'acheter. Qu'est-ce qu'il pourrait m'offrir ? Un repas chaud, un toit ? C'est trop tard pour ça. La seule chose que je veux, il ne peut pas me la donner. Le retour de ma famille, le retour de ma vie. Alors, il ne me reste qu'une seule chose à prendre, la sienne. Pas en le tuant, non. C'est trop simple, trop rapide. En le détruisant avec l'arme même qu'il admirait tant chez moi. L'intelligence, la stratégie, la vision d'ensemble. Je vais lui montrer ce que l'artiste peut vraiment faire quand il ne travaille plus pour l'argent, mais pour la mémoire d'un amour perdu. Il va apprendre, à ses dépens, qu'on ne jette pas un roi aux ordures en espérant qu'il oublie comment jouer.
Le plan n'est pas né d'une illumination, mais d'une construction lente, pièce par pièce, dans le palais de ma mémoire. Mon arme ne serait pas un couteau, mais une voix. Et cette voix avait besoin d'un porte-voix. Je l'ai trouvée en la personne d'Élise, une jeune journaliste du Monde. Je l'ai observée pendant des semaines. Elle n'était pas comme les autres. Elle avait une faim dans le regard, une obsession pour la vérité qui me rappelait ma propre jeunesse. Elle traînait dans les tribunaux, parlait aux petites gens, cherchait les failles que les autres ne voyaient pas. Elle était parfaite. Je ne l'ai pas approchée. Je lui ai juste fait parvenir une enveloppe anonyme. Dedans, pas de menaces, pas de révélations. Juste 3 mots, écrits sur un bout de carton. Le cyprès toscan. Une référence à cette allergie, ce détail insignifiant que seul Renaud pouvait comprendre. Et en dessous, une date, une heure et un lieu. La bibliothèque Sainte-Geneviève. Un lieu de savoir, un lieu public, un lieu où il se sentirait en sécurité et où sa violence serait impuissante. J'ai fait la même chose pour lui. Une enveloppe déposée par un coursier dans sa boîte aux lettres dorées. Je n'ai pas eu besoin de signer. Il savait. J'avais posé l'appât. Son arrogance, sa certitude de pouvoir me maîtriser avec quelques billets, serait le moteur qui le ferait entrer de lui-même dans mon piège. Le roi allait avancer de son plein gré sur la case de l'échec et mat. Il est arrivé à l'heure, impeccable comme toujours, mais avec une tension palpable dans sa démarche. Il a balayé du regard la grande salle de lecture, ses yeux passant sur moi sans me voir, cherchant une menace plus conventionnelle. Je m'étais préparé. J'avais utilisé mes derniers euros pour une nuit dans un foyer, une douche, un rasoir. Je ne ressemblais plus tout à fait au spectre de la rue de Rivoli, mais la misère laissait des traces que l'eau ne pouvait effacer. Je l'ai vu me repérer, son visage se figeant dans un mélange de soulagement et de mépris. Il s'est approché, s'est assis en face de moi, son parfum cher violant le silence sacré de la bibliothèque. « C'est donc toi » a-t-il chuchoté, sa voix un sifflement glacial. « Combien ? Dis-moi ton prix et finissons-en. » Il a sorti un carnet de chèques, le geste plein d'une assurance insultante. Je n'ai pas répondu. Mon regard s'est porté quelques tables plus loin, où Élise, la journaliste, était assise, feignant d'être absorbée par un livre, le micro de son téléphone discrètement activé. Je lui avais juste dit « Un homme puissant va tenter de corrompre un témoin. Écoutez. » Elle ne savait rien de plus. Le silence s'est étiré. Renaud devenait nerveux. « Parle, qu'est-ce que tu veux ?» a-t-il sifflé, sa patience s'effritant. J'ai souri, pour la première fois depuis des années. Un vrai sourire. « Je ne veux rien de vous, monsieur le juge, » ai-je dit doucement. « Je veux juste vous rendre quelque chose. Votre mémoire. » Et j'ai commencé à parler. Pas fort. Juste un murmure, une conversation entre 2 hommes à une table de bibliothèque. Mais chaque mot était une bombe. J'ai commencé par le début, notre première rencontre. J'ai décrit la cravate qu'il portait, la marque de whisky qu'il m'avait servi, les mots exacts qu'il avait utilisés pour me convaincre. Puis je suis passé à l'affaire Delcourt, la première que nous ayons montée ensemble. J'ai récité de mémoire les numéros de compte offshore qu'il avait ouverts, les dates des virements, le nom du faux témoin qu'il avait payé. Je n'accusais pas, je racontais. Je suis devenu le narrateur de sa vie secrète, un conteur implacable. Son visage a changé. Le mépris a laissé place à l'incompréhension, puis à une horreur blafarde. Il a essayé de m'interrompre, de nier. Mais je continuais, imperturbable, déroulant le fil de sa corruption avec une précision chirurgicale.
Je lui ai rappelé des conversations téléphoniques, des détails qu'un homme normal aurait oubliés en 1 heure. Je voyais dans ses yeux la panique d'un homme qui se noie, qui voit toute sa vie de mensonges remonter à la surface. Il ne voyait plus un clochard. Il voyait le fantôme de tous ses crimes, assis en face de lui. À quelques mètres de là, j'entendais le cliquetis frénétique du stylo d'Élise sur son carnet. C'était le plus beau son du monde, le son de la vérité qui s'écrit. Quand j'ai terminé, un silence de mort est tombé sur notre table. Renaud était livide, anéanti. Il a compris. Il a compris que je n'avais pas de preuves matérielles. Je n'en avais pas besoin. J'étais la preuve vivante. Ma mémoire était le dossier d'accusation le plus complet qui soit. Un dossier qu'il ne pourrait jamais détruire ou discréditer. Il s'est levé, chancelant, comme un vieil homme. Il n'a pas dit un mot. Il est parti, non pas comme un juge puissant, mais comme un homme brisé qui venait de perdre la partie la plus importante de sa vie. Je ne l'ai pas regardé s'éloigner. Mon attention était sur Élise. Elle s'est approchée, ses yeux brillants d'une intensité folle. Elle ne me regardait plus avec la curiosité professionnelle qu'elle avait au début. Elle me regardait avec respect, avec une sorte de stupeur. Elle ne voyait plus le sans-abri, l'informateur anonyme. Elle voyait l'architecte. Elle a posé une seule question, sa voix tremblante d'émotion. « Mais qui êtes-vous » J'ai sorti de ma poche la vieille photo usée d'Aïcha et Léo. Je la lui ai tendue. « J'étais un père et un mari, ai-je répondu. C'est pour eux, tout ça. » Ma dignité n'a pas été restaurée par la chute de Renaud. Elle a été restaurée dans ce regard. Le regard d'une personne qui, enfin, voyait l'homme derrière le fantôme. Je suis sorti de la bibliothèque et j'ai respiré l'air froid de Paris. Il ne m'a pas semblé hostile. C'était juste de l'air. La suite ne m'appartient plus. L'article d'Élise fera son travail. Le système se retournera contre Renaud. Son château de cartes s'effondrera sous le poids de la vérité que j'ai portée pendant si longtemps. Ai-je gagné ? Je n'ai pas retrouvé ma famille. Je n'ai pas retrouvé ma vie. Mais j'ai récupéré mon histoire. J'ai repris le contrôle du récit. Je ne suis plus la victime de sa trahison. Je suis l'instrument de sa chute. La justice, parfois, ce n'est pas le verdict d'un tribunal. C'est de pouvoir se regarder dans le reflet d'une vitrine et de reconnaître enfin l'homme qui vous fait face. C'est de savoir que la petite flamme à l'intérieur, celle de la dignité, ne s'est jamais vraiment éteinte. Elle attendait juste le bon moment, le bon souffle, pour redevenir un feu. Je n'ai plus rien, mais je suis entier. Je suis Samuel. Et pour la première fois depuis 10 ans, cela me suffit. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde ne voyait de vous qu'une étiquette, en oubliant complètement la personne complexe et pleine d'histoires que vous êtes à l'intérieur ? Si vous connaissez quelqu'un qui semble avoir perdu sa voix, qui est devenu invisible aux yeux des autres, souvenez-vous que chaque personne porte en elle un palais de souvenirs, d'espoir et de compétences. Parfois, un simple regard qui reconnaît l'humain suffit à leur rendre la clé de leur propre histoire.